Bonjour tout le monde, première vidéo sur la chaîne. On est très content avec Alex de commencer cette petite série des previews de la saison pour chaque équipe pour Sora. Comment ça va Alex? Bah super. Et après un été olympique incroyable avec une équipe de France qui nous a fait du mauvais sang et du très bon sang à la fin, ben là on a hâte, on attend que le début de la saison NBA quoi, et de la reprise de Sora, et de la reprise de la routine, des matchs de la nuit, tout. On a trop hâte, même si on va commencer par le pire. C'est Et clair mais que bon, il faut bien. c'est clair qu'on va commencer par. Vous avez un peu l'habitude du format avec d'autres médias basket. Une preview par équipe. On va faire de l'analyse, du récap et de l'analyse d'un point de vue NBA, mais surtout, on va essayer de faire un focus sur rare pour savoir qui on doit avoir dans notre roster pour essayer de performer. Et donc là, on va commencer un peu par le récap de nos amis de Détroit. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette saison de la magnifique équipe de Détroit? Rien. Non, mais c'est en fait c'est par rapport à beaucoup d'équipes. Et bon, après on se retourne sur ce qu'on peut entendre un peu à droite à gauche. C'est vraiment une saison où en fait il y a pas grand-chose à en tirer. T'as ton meilleur joueur encore une fois, Kenny Cunningham, qui rate énormément de matchs. Les paris que t'as pris, ils sont quasiment tous perdus. Il y a la surprise un peu, enfin surprise, c'est un rookie, mais Oscar Thompson quand même qui a fait une saison pas mal, même s'il a été catastrophique au shoot. Et ce sera quelque chose justement, on abordera ça un peu plus tard. Mais non, c'est une saison encore oubliée pour ces pauvres Pistons qui sont dans, ouais, tu peux dire même 15 ans de galère, hein, vraiment. Hein. C'est non, mais après, je renvoie à la vidéo de Trash Talk en disant le débat, est-ce que c'est la pire franchise de l'histoire? C'est pas loin quand même parce que il y a même pas de, enfin, là, ils ont recruté un bon coach, mais qui n'était pas adapté à Détroit, Monty Williams, et il se fait dégager au bout d'un an alors que c'était le coach le mieux payé. Ils vont encore le payer sur plusieurs années. Il repart avec Jean-Bernard Bickerstaff, super. Euh, Est-ce que c'est le coach qu'il faut pour recréer un noyau avec des jeunes et tout Je suis hyper dubitatif et surtout en fait le bazar ambiant au niveau de toute la hiérarchie de Détroit se retranscrit sur le terrain et c'est catastrophique. Donc De toute là, façon, est-ce qu'on a des motifs d'espoir parce que qu'est-ce que ça va jouer franchement ah, voilà, de, ce que tu dis aussi là-dessus, c'est que manque de cohésion, il n'y a pas d'équipe en fait. en fait, de toute façon, l'année dernière, on a pu. Je me souviens qu'il y avait un peu une hype au tout début, même un peu avant la saison. Vous voyez sur les réseaux les gens dire ouais, Détroit cette année, Duren, il va step up, etc. Cunningham. Cunningham se pète encore une fois assez rapidement. Et après, on commence cette série atroce de. C'était combien? 27 défaites de suite? Ouais, Euh, c'est un truc comme ça, mais c'est historique. Franchement, Et encore, c'est catastrophique. en plus, c'est des défaites où il y a des matchs où ils sont dedans, hein, mais en fait, ça s'écroule à la fin. Mais après, là, c'est problème de groupe, problème de Ouais. cohésion et Je, problème de ligne directrice. je me Hein. souviens d'un match où Jokic se fait virer, Mike Malone se fait virer. On se dit, mais ça y est, ils vont enfin le faire, ils vont enfin gagner. Et même Ouais. là, ils se font rattraper et ils perdent. Enfin, vraiment rien. Enfin, très peu de choses à retirer. Moi j'ai juste bien aimé les deux rookies, Thompson et Sasser, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Mais après, en termes de collectif et de ligne extérieure, c'est vraiment dramatique. Euh, je te propose qu'on regarde un peu au niveau du récap les perfs de la saison. Donc, on a pris parmi 4 des meilleures perfs de la saison. Laquelle tu as envie de commenter en premier? Bah, le MVP, quoi, Malakai Flynn. Hein. Le Franchement, gars fait, enfin, ces Game Week là, franchement, les gars qui ont joué ça, alors déjà, comment? Et puis de deux, enfin, 70 points, 70 points soir, il fait, enfin, c'était, ça prouve quand même, en fait, et je pense cette année, on va repartir sur la même dynamique, c'est un joueur qui va sortir du chapeau et qui va faire une surperf sur un match, venu de nulle part, et puis voilà, quoi, mais c'est ça, c'est que, on a,
Duren et Cunningham, ils ont fait quelques surperfs, mais c'est pas non plus foufou pour des personnes qui sont censées être ultra leaders dans l'équipe et dominateurs, que ce soit dans la passe, dans l'élaboration du jeu côté Cunningham ou dans le secteur intérieur où Duren devrait ultra rayonner parce que il a pas de concurrence à côté, quoi. Donc Moi, je me souviens c'est pour Duren, je me souviens d'un un début de saison plutôt pas mal, et je me souviens d'un match contre Chicago là où il a démonté Vucevic. Et en fait, quand il est comme ça en attaque hyper dominant, on se dit mais rien peut, enfin, il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter ce mec. Et après, c'est plus d'un point de vue collectif et défense où le bas blesse, et va falloir que Duran step up et que Cunningham réussisse à enchaîner les matchs. Parce que même mentalement, pour eux, en fait, une fois qu'on est dans une mauvaise spirale, il faut réussir, il faut qu'il y ait un moment où il casse cette mauvaise spirale. Et moi, Ozar Thompson, franchement, les frères, les jumeaux, j'avais énormément de doutes. On sait qu'ils venaient d'un cursus spécial, pas de NCAA, pas d'Australie. Là, c'était la j'ai le nom, est-ce que tu l'as là? J-League Ouais, Ignite. ouais, je crois que c'est qui viennent de là. Donc, on savait pas vraiment leur niveau réel. Et en fait, c'est un défenseur, vraiment un défenseur énorme. Je pense que là, dans ces 54 points Sorare, on a énormément de contres et d'interceptions. Il y a mal au scoring. Après, faut voir aussi la qualité du meneur qu'il y a tout au long de la saison quand Cunningham n'est pas là. Mais ils ont du matos pour faire des perfs individuels. Il y a le talent dans cette équipe. Il faut que ça arrive à cliquer. Faut que ça arrive à cliquer un peu plus, quoi. Ouais, c'est en fait il manque du lion entre tous ces joueurs-là et Osar Thompson en fait il fait une bonne saison de rookie mais avec un shoot très douteux. Il est vraiment pas droit. Alors j'ai plus les stats en tête, il faudrait que je les retrouve, mais vraiment il score, je crois c'était moins de 35% à 3 points. Au shoot, pareil, c'est pas fou. Il y a énormément de boulot, hein. Alors c'est un rookie, ok, mais même au lancer franc, il a pas un bon pourcentage. Et ça, c'est toujours le facteur qui permet de définir j'ai de la marge ou j'ai pas de la marge. Mais après, dans une équipe comme ça doit être une troisième, quatrième option en attaque. T'as Cunningham devant, t'as même Jaden Ivey, on le voit même pas dans les pertes de la saison. C'est quand même un numéro 5 de draft. Et c'était un mec qui a 5 ou 6 d'ailleurs, je sais plus. Mais c'était un gars qui avait énormément d'espoir en lui, un mec qui était vendu comme un gros attaquant, hyper performant à tous ces niveaux-là, et il n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Alors est-ce que c'est l'environnement des trois qui, comme de nombreux joueurs, en fait, fait plonger le joueur et les perfs, peut-être, mais normalement dans les systèmes, enfin on va dire dans Détroit, les trois premières options seraient Duran, Ivy et Oui, Cunningham, oui, quoi. totalement. Totalement. Donc ça c'est de toute façon c'est une saison encore perdue et une saison pour rien, quoi. Et en plus ils ont tanké en espérant avoir le premier choix, ils tombent avec le cinquième choix. Encore une fois, Ils hein, ont eu c'est encore une fois. jusqu'au bout. De toute façon la saison a été ah ouais non mais c'est la loose ultime, quoi. Tu joues en disant bon bah, on va avoir un top 3, ça va être bien. Ah bah non, ils ont un top 5. Donc, D'ailleurs, tu parlais du manque de liant. On va pouvoir voir dans la section d'après si il y a justement du liant qui a pu arriver dans la team. Donc on passe tout de suite au roster. Donc les arrivées et les départs pour les Detroit Pistons. Par quoi tu as envie de commencer, Alesk? ah bah la colonne départ, hein. La colonne départ, ça retranscrit un peu tous les problèmes de Détroit, hein. C'est-à-dire qu'on voit énormément de joueurs qui ont quitté le club sur cette intersaison, et en plus des joueurs qui sont arrivés sur la fin de saison, hein, les Fournier, les Grimes, les Metou, les Wiseman, qui sont venus là faire des piges et tout, et qui dès la fin de saison en fait sortent, quoi. Et des joueurs en plus, il y a eu des paris, hein, donc c'était les Fournier, les Grimes pour avoir des Harris aussi pour avoir des shooters à 3 points, et finalement ils prennent à peine à arriver, ils ont eu à peine la clé de l'hôtel, qui repartent directement ailleurs, quoi. Donc et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est problème de cohésion, problème de groupe. Comment veux-tu construire un groupe avec
autant de départs, autant de mouvements dans une équipe, quoi. On voit bien que les équipes qui vont haut, c'est des équipes qui ont une structure, un noyau dur de 6, 7 joueurs. Et après, derrière, on ajoute des connecteurs ou la superstar qui manque pour pouvoir passer le next step, aller plus haut, aller potentiellement chercher les finales et voir le titre. Bah, je pense que cette colonne des départs, elle montre un problème de vision dans le management. C'est que, je pense que j'aimerais bien parler avec le GM pour un peu, savoir ce qu'il a dans la tête sur la vision de ces jeunes, donc on a cette colonne départ qui est importante et j'aimerais bien faire la transition avec Ron Holland, le 5e choix de draft, qui pour moi aussi, témoigne d'un problème de vision. C'est que j'ai l'impression que Ron Holland, c'est une version un peu plus offensive de, Ozar Thompson, mais par contre sur le profil, c'est, des ailiers un peu longilignes, qui n'ont aucun shoot externe. Donc je sais pas vraiment ce qu'ils ont en tête. Est-ce que, ils se sont juste dit: «Fais chier, on est encore 5e et on prend le meilleur profil, disponible». Je sais pas ce que tu en penses toi de l'arrivée de Ron Holland, dans le roster? Bah, c'est un peu le même entre lui et Ozar Thompson de Spider-Man, hein. On va se montrer du doigt en disant qui est qui. Bah non, mais c'est vrai, mais c'est assez symptomatique et comme tu le disais, c'est que bon, c'est des profils similaires et enfin qui sont très similaires. Après, on va voir comment ça va se développer. Après, bon, se développer à Détroit, voilà, c'est compliqué. C'est pas le meilleur endroit pour pouvoir se développer. Mais c'est dubitatif. Alors, ils ont sûrement choisi le talent que le fit. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement besoin de partout que bon, qu'est-ce qu'ils veulent prendre? On ne sait pas trop. Et On va voir comment ça va se développer, et mais et tu as aussi dans ces arrivées, il y a des arrivées qui, moi personnellement, m'intriguent un peu, avec, notamment l'arrivée de shooter, extérieur ailier avec, Tobias Harris, Tim Hardaway, qui peuvent aussi être des profils qui prennent des minutes à Ron Holland, si tu as envie d'essayer d'être un minimum, j'allais dire compétitif, mais on va dire moins de fer à arracher que la saison dernière. Hem, Qu'est-ce que tu penses toi un peu de l'arrivée de Tobias Harris, Tim Hardaway, Malik Beasley, qui sont des profils shooters externes qui arrivent dans la pire équipe, au scoring à 3 points, la saison dernière? bah, c'est censé les renforcer. C'est censé améliorer ce domaine-là où ils ont été catastrophiques. Après, on est quand même sur des profils de joueurs assez revanchards, qui sortent d'une saison un peu mi-figue, mi-raisin, où ils sortent d'une période très compliquée. Hardaway était quand même enfin l'année dernière, c'était un des cadres de Dallas qui est allé en finale. Et Hardaway est sorti au fur et à mesure de la saison, il a ses minutes qui ont diminué. On voit sur le parcours de playoff où en fait à la fin il était en septième voire huitième option. Il rentrait très peu de minutes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés devant lui quoi. Et là il a une revanche à prendre. Est-ce que c'est à Détroit que tu peux prendre ta revanche moyen? Après je suis pas sûr qu'il soit content de quitter Dallas dans ce trade là avec Grimes pour aller à Détroit et s'enterrer. Il va essayer de faire des stats et se remontrer. De toute façon, le but, ça va être de se remontrer pour vite quitter Détroit. Bisley, je suis un peu étonné parce que quand même à Milwaukee, il a quand même fait une bonne saison. Enfin, il a fait une saison correcte, quoi. Alors après, Milwaukee, ça a été quand même une saison assez compliquée par rapport aux attentes qu'on avait du duo Giannis-Lillard. À voir. Bon, après, bon, Tobias Harris, de toute façon, à part Détroit qui pouvait lui offrir le contrat qu'il attendait, personne. Parce que c'était quand même le contrat le pire un des pires de la NBA l'année dernière pour un joueur qui devient vite Casper dans le 5 de départ pour une équipe de la stature de Philadelphie et des ambitions de Philadelphie. Je pense qu'il va être là, il va faire ses stats, voilà. Il prend les sous, il revient un peu aux sources parce qu'il a joué à Détroit il y a pas mal de temps et il va prendre l'argent et puis voilà quoi. Et puis Ouais. après à la fin il y a Paul Reed qui débarque là en catimini après une saison très très pâle où on annonçait que Nick Nurse était son joueur préféré. On s'attendait à ce qu'il fasse une saison monstrueuse en option, voire peut-être en 4 à la place d'Harris et tout. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'éloges et beaucoup de hype sur le début de saison dernière sur le rôle de Paul Reed à Philadelphie. Et il a fait une Un flop saison, total, ouais. un flop total, quoi. Il est vraiment passé au travers.
Un flop Et total dans le rôle, en fait, vraiment, parce que le rôle n'a oui, pas bougé. On s'était dit que, enfin, moi perso, je me disais, heu, il avait peut-être un peu de mal avec Doc Rivers et justement là, l'arrivée de Nurse, on pensait que c'était peut-être enfin son moment. En fait, bah, pas plus que ça, quoi. Enfin, un peu moins de perso rares, que l'an passé et puis dans le rôle, toujours pareil, quoi. Et après, moi, je me souviens de la période où il est longtemps titulaire, pendant la blessure d'Embiid et il retourne sur le banc, perf je pas. sais plus qui lui passe devant, mais enfin, c'est vraiment Bamba, Mo ouais, Mo Bamba. Bamba, s'il y a Mo Bamba qui te passe devant Ouais, dans Mo un 5 Bamba qui majeur, passe c'est devant, que enfin, ça veut tout dire, hein. c'est que ça pue, quoi. Et pourtant, c'était s'il faisait lui aussi. Mais c'est quand en fait, quand on regarde sur les colonnes d'arrivée, c'est que beaucoup de joueurs revanchards, hein, Ouais. des joueurs qui sortent vraiment et qui sont pas dans une bonne période de leur carrière. Ils sont dans le doute, ils sont pas bien. Bon, il y aura des trois. Mais non, mais c'est vrai. Donc ça peut payer comme ça peut pas payer. Mais on voit que on regarde la colonne départ, ça a beaucoup pas payé. Donc Je propose qu'on continue un peu notre discussion en regardant la depth chart. Donc, c'est petit tableau source ESPN avec la profondeur sur chaque poste. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te saute aux yeux directement quand tu regardes ce tableau? bah, la rotation, ça fait flipper, hein. Bah, vraiment, ça fait flipper, hein. C'est-à-dire, là, il y en a un gars du 5 qui se blesse. Derrière, tu vois les options. Il y a Fontecchio qui a été une bonne surprise l'année dernière et qui a été prolongé, hein, d'ailleurs, Ouais, hein. C'est un des rares qui a été gardé et prolongé, qui est arrivé en cours de saison, hein, qui est un des, pas mal. Mais un des seuls mecs qui s'est shooté externe, quoi. Donc, on va le ouais, garder. voilà, ben, c'est ça. Il a pris le rôle qu'il devait prendre là-dessus. Il l'a fait bien. Mais après, c'est pas la sécu, hein. Ouais, c'est assez. Après, là, comme tu disais, c'est quoi la complémentarité de tout ça? C'est quoi le lien? C'est qu'est-ce qui fait que ton équipe va fonctionner ou pas? Là, c'est un empilement de joueurs. Bon, voilà. Est-ce que encore c'est intéressant sur la saison 2024-2025 que Détroit repartent avec un bas court, euh, un front court, pardon, Ivy Cunningham, quoi. Ah, je trouve que depuis le début de la vidéo, on parle très peu de Jaden Ivey. Euh, et, Ça, euh, oui. bah, à juste titre, hein, c'est parce qu'il est relativement décevant. Et moi, j'ai l'impression que je vais mettre une pièce sur le fait que Cunningham va encore se blesser cette saison. Et je sais pas la durée, mais en fait, c'est vrai que du coup, dès que Cunningham se blesse, ben, en fait, derrière, c'est la dépression totale, quoi. D'un point de Bah, la vue cote, elle est à 1,01, hein. Non, mais c'est vrai, c'est triste, hein. ouais, Enfin, quand est-ce qu'on va avoir une vraie saison de Cunningham avec 82 matchs? Enfin, quand est-ce que ça va arriver, quoi? Alors on peut se dire, c'était de la malchance, mais bon, là, ça fait quand même 2 saisons d'affilée. Là, cette année, ça va être une grosse saison de questionnement. Il doit répondre à beaucoup de questions, quel Cunningham. Parce que quand on voit que c'était pour la prépa de la Coupe du Monde de Team USA, où ouais. tout le monde dit c'est le joueur le plus fort, il devrait être dans Team USA, il a fait des workouts de fou, il a marché sur le Team USA et compagnie, pour voir la saison derrière qu'il fait. Et c'est ça qui a On parle du même participé joueur. à la petite hype qu'on a eue en début de Mm. saison sur Détroit. C'est que tout le monde s'est dit que bah, ça y est, il allait être en jambes. During saison 2, Ivy pareil. Et en fait, in fine, bah, c'est encore une blessure. Moi, Kate Cunningham, je l'ai un peu dans la même case dans ma tête que la Melo Ball. C'est-à-dire que c'est des gros potentiels, mais les mecs sont tellement fragiles que bah, j'ai pas envie d'avoir un mec comme ça dans ma galerie parce que ils sont pas à des prix, bah, ils sont pas donnés. Et en fait, est-ce que tu as envie d'immobiliser de l'argent sur des joueurs comme ça? Moi, je pense pas. Euh, C'est un joueur où tu sais que physiquement, c'est compliqué. Ouais. c'est ça. Mais c'est vrai que ouais, effectivement, le parallèle avec la Melo Ball il est tout à fait juste. Et tous les deux dans des équipes similaires de bas de fond de classement. Et voilà quoi.
Je te propose qu'on passe aux 5 majeurs. Donc là, le Ouais. 5 majeur que nous on imagine, ben, c'est le même que celui d'ESPN. De toute façon, il n'y a pas, Qui d'autre? il y a Qui pas d'autre? énormément d'options supplémentaires, quoi. Là pour une fois, ESPN, on est aligné avec eux. On verra si on est tout le temps aligné avec eux, mais là, Spoiler, non. spoiler non, mais en tout cas là à Détroit, moi je vois pas vraiment d'autres choses. Après, au bout de 10 matchs, on sait que le roster sera différent parce qu'il y Il sera aura, cassé, ouais. il y aura Cunningham qui sera blessé et peut-être que Duren ou Isaiah Stewart se seront battus avec un mec, auront pris des techniques, des suspensions, mais en tout cas là, on est raccord avec eux. Je te propose qu'on enchaîne, sur, le point strat avec, les gens qu'on a envie d'avoir et de ne pas avoir dans nos rosters pour la saison prochaine. Carrément. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par, nos tops pour la saison prochaine. On est raccord tous les 2, Cunningham, Jalen Duren. Par qui, tu as envie de commencer? Bah, j'ai envie de commencer par celui qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est Kate Cunningham, hein. S'il fait une saison complète, ça peut être un joueur hyper intéressant. Alors attention, hein, sur ces parties-là, c'est vraiment Sorare, c'est pas perf NBA, hein, c'est vraiment perf Sorare. Parce que le gars est tellement complet et il peut être tellement dominant. Sur le papier, il l'a montré sur des matchs, il peut être vraiment très dominant. Il y a énormément de catégories statistiques où en fait il fait de la passe, il fait de l'interception, il prend des 3 points. Enfin, et puis comme il n'a pas grand monde autour, en fait, il peut potentiellement être ce facteur qui peut t'amener sur une game week à aller à t'apporter le surplus de performance. Parce qu'il faut chercher vraiment le surplus de performance pour pouvoir aller chercher des rewards et un bon classement sur les différentes catégories. Alors après, le petit point de vigilance, c'est que quand même, il a quand même encore un 10 haut, hein, un 41, et ça peut être vite une carotte, hein, sur un week-end, hein. Ça va vraiment voir dépendre de comment va se passer son début de saison, dans quel état physique il est, comment veut l'utiliser JB Bickerstaff, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de JB Bickerstaff, mais C'est vrai qu'on a même pas qu'est-ce qu'il parlé. va faire comme tactique là-dessus? On voit que ce qui peut être la bonne nouvelle pour Détroit, c'est qu'il a l'habitude de jouer avec 2 gardes forts. C'est-à-dire là, il jouait avec Garland et Donovan Mitchell, qui les deux qui étaient un peu interchangeables et tout. C'est la même configuration à Détroit, où en fait Cunningham et Ivy, ils peuvent passer l'un l'autre à la main, ils peuvent interchanger. Est-ce que ça va être leur bénéfique à deux? Est-ce qu'il va se dire, je vais appliquer un jeu qui va s'orienter sur une configuration à peu près similaire sur les lignes arrière? Peut-être. Donc, on a envie encore d'y croire, mais là, c'est la dernière chance. Faut pas rater le train, Kate Cunningham. Vraiment, c'est. Et voilà. De toute façon, il n'y a pas 10 000 joueurs à Détroit, hein. Donc, des joueurs qui peuvent amener vraiment ce plus et faire de la grosse surpref. De toute façon, on le voit, hein, sur le nombre de surprefs sur le petit tableau. Là, on voit le nombre de fois où ils ont fait les scores et tout. Bah, on voit qu'il y a le DMP qui est quand même sacrément conséquent. Et Ah, après, derrière, quand il joue, il est quand même sacrément régulier, quoi. en fait, moi, le point un peu, de la lumière dans toute cette, pénombre, c'est que je me dis: «Il y a 3 shooters qui sont arrivés, donc potentiellement 3 options en plus pour, lui générer des passes décisives». À voir les rotations, comment ça va s'organiser, mais je me dis on parlait d'un point de vue Sorare, on a eu, l'année dernière la Dishing Dimes, donc compétition focus, sur le playmaking, sur les passes. On a vu que, Ed Cunningham, c'est un excellent playmaker et donc je me dis qu'il y a des solutions en plus pour lui au scoring, de ce point de vue-là. Donc c'est ce qui me fait dire qu'il va pouvoir aller taper des scores un peu plus élevés que les saisons passées. Mais après pareil, faut que la colonne des MP elle baisse, quoi. Parce que bon, ben, ça risque encore d'être, comme tu dis, un flop cette saison. Et moi du coup on va parler un peu de Jalen Duren. Alors moi sur Soar, j'aime vraiment beaucoup jouer sur des intérieurs capables de, casser la gueule à leur match-up d'en face et pour moi Jalen Duren, c'est ce potentiel-là. C'est pour ça que je suis hyper haut sur ce mec-là. Je pense qu'il est capable il nous l'a montré l'année dernière, sur des match-up où les mecs sont un peu mous en face, bah, je crois que la perf de la saison qu'on a vue, c'était contre
Portland. Donc faible à l'intérieur, qu'il y ait Ayton ou pas. ou pas. Euh, et moi, je crois vraiment en ce mec. On sait qu'il a des problèmes défensifs, mais bon, sur Sorare, nous, on s'en fout un peu de sa capacité à bien couvrir sur le pick and roll. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse des comptes, qu'il prenne des rebonds et qu'il casse la gueule en attaque aux pivots qui n'arriveront pas à répondre à sa densité physique. Donc moi, je suis assez haut sur lui. Et en plus, on voit qu'on un L10 de 26 pour débuter la saison, C'est ça. c'est vraiment, vraiment pas mal. Et je pense que il peut faire mal dans certaines line-up. Qu'est-ce que toi tu penses de Jalen Duren? C'est pareil, franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, effectivement, le L10 de 26, ça peut être une super bonne opportunité. Ça va, je pense. De toute façon, les deux, ça va être des genres de joueurs qui seront intéressants sur des match-ups qui sont en face où c'est faible sur la défense arrière ou faible en intérieur. Parce qu'après, derrière, sur des équipes, on va dire, sur la première moitié de haut de classement et compagnie, ça sera très compliqué, quoi, parce qu'ils n'ont pas assez d'options après derrière pour pouvoir se libérer. Et puis après, en secteur intérieur, qui d'autre que Duren pour prendre du rebond et tout. Harris, s'il arrive, c'est pas. Et on l'a dit, il va sûrement être titulaire au poste 4, c'est pas lui qui va aller chercher les rebonds. Hein. Lui, il va surtout faire ses 1 contre 1, s'écarter dans le corner pour mettre des 3 points, et qu'il arrive quand même suffisamment pas mal quand même. Donc les deux vont être intéressants, surtout sur des match-ups où ils peuvent dominer. Ouais, Mais bah, comme on a dit aussi, c'est attention, les deux quand même, ils sortent quand même sur une saison avec beaucoup de DMP, hein, parce que ouais. On Durant, le c'est voit, 21 à matchs Cologne, ratés c'est la aussi. même. Hein. Ouais, C'est copier-coller, mais après, c'est ton contexte des trois, c'est la même chose. c'est ça. Je propose qu'on parte sur nos paris de la saison. Tu parlais de Tobias Harris, bah, du coup, je te lance directement sur notre ami Tobias. Notre ami le mal-aimé de la Cité des Amours. Moi, j'y crois parce que je me dis on l'a vu à Philadelphie sur des séquences où en fait il a joué où il y avait juste lui et Maxi. Il a fait de très bonnes perfs. Quand Jojo était absent, c'est-à-dire beaucoup de fois. Et je me dis qu'en fait, il peut apporter quelque chose que Détroit n'avait pas sur un secteur intérieur d'un intérieur qui peut être un peu fuyant et tout, parce ils ont quand même des morts de faim, du gros beefsteak à l'intérieur et tout. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Et avec Kate Cunningham à la manette, il y a peut-être des possibilités justement qui puissent apporter d'une part son expérience, parce que ça va être un des rares joueurs qui sera dans le 5 avec vraiment une grosse expérience NBA et savoir comment on gagne des matchs déjà. Donc moi je me dis il y a peut-être une carte à jouer. De toute façon, il va être là, il va avoir son contrat, il va vouloir faire de la stat. Donc moi je me dis pourquoi pas. En plus avec un 10 de 27, ça peut se caler facilement en contender. Donc je suis pas contre. Après, l'autre grosse option que j'ai en Paris, c'est Tim Hardaway Junior, un 10 de 9, alors que c'est quelqu'un qui peut exploser à plus de 40 facilement. Voilà, l'année dernière, il a fait des perfs quand même entre 25 et 40, énormément. La majorité de ses perfs. Il a vraiment une deuxième partie de saison ultra compliquée où en fait il s'est perdu complètement. Il n'arrivait plus à mettre un tir. À L10 à 9, là, c'est vraiment hyper intéressant là, pour compléter une contender ou une champion ou alors en base sur l'underdog. Donc je me dis, comme il complète, on en a parlé tout à l'heure, c'est un secteur qui est catastrophique côté Détroit, il a une épingle à jouer et il doit se montrer s'il veut aspirer à de meilleures équipes et tout. Il doit perf pour pouvoir revenir dans un Dallas-like et compagnie et tout. Donc voilà, moi c'est mes deux paris. Eh ben, moi, j'ai pas mis Tim Hardaway en pari, mais c'est clair qu'avec un L10 de 9, je pense que c'est pas le mec qui va avoir énormément de temps de jeu si tout le monde est blessé. Mais par contre, quand on va arriver en décembre, janvier et qu'il y aura des blessures, avoir un Tim Hardaway qui est entre 9 et 15, quoi, on va dire, si son L10 sera remonté un petit peu, je pense que ça peut faire des carnages, effectivement. Et moi, depuis le Mm. début, on parle de blessure de Kate Cunningham. Et il y a un mec que j'ai pas mal aimé, moi, l'année dernière, c'est Marcus Sasser. Sur certaines séquences, j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Et je trouve que le fait qu'on combine le facteur blessure de Kate Cunningham, qui arrivera, on ne sait pas combien,
On sait que ça arrivera, on sait pas juste combien de matchs ça va mais je pense C'est qu'on clair. a vu, sur le depth chart, c'est lui qui est en ligne de mire pour, prendre des minutes de titulaire. Je pense qu'on sait qu'Edouard qui arrive en rookie, c'est toujours un peu compliqué, de se faire au jeu, surtout à Détroit et moi j'ai l'impression qu'il est capable, d'apporter, du ball handling et un peu de shoot externe, qui est capable de faire. Il y a une certaine densité physique aussi et moi l'année dernière, je croyais pas vraiment en ce mec et les rares fois où j'ai regardé, des matchs complets de Détroit, et ben, en fait, ce mec-là m'a surpris. Donc là, L10 un peu haut pour, débuter la Ouais. saison, mais par contre, c'est un mec, l'avoir dans son fond de roster quand Cunningham, sera blessé, ça peut ne pas faire de mal. C'est en joueur de complément à sortir de son chapeau, c'est quand même pas mal. Moi aussi, l'année dernière, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était un des rares joueurs que j'aimais regarder, au moins avec des trois, parce que c'est un vrai bulldog offensif, hein. Ce mec, c'est un mec, et en plus, il a du shoot extérieur. Il a apporté vraiment des choses qu'il ne pouvait pas, alors qu'il était troisième, voire quatrième Ouais, rotation. Il était vraiment très loin. ouais, Et quand il sortait de sa boîte, il faisait des grosses perfs. On peut voir, hein, on le voit sur les tableaux, le nombre de perfs qu'il fait, déjà entre 15 et, euh, entre 15 et 25 ou 10 et 25 là, sur des petits temps et de jeu, 26-39 avec son très faible temps de jeu, parce qu'il a fait beaucoup de matchs où il a joué moins de 5 minutes. Enfin, il faisait vraiment des garbage time et compagnie. Et même dans des garbage time, il arrivait à sortir ses 3 points et tout. Enfin, c'est un joueur qui a été drafté très bas et qui a été une très bonne surprise. Après, la question, c'est est-ce qu'ils vont le faire jouer vraiment? Est-ce qu'il va vraiment avoir un vrai temps de jeu, avoir 15 minutes, être le premier relais en sortie de banc? Parce que de ce qu'il a montré l'année dernière, c'est ultra intéressant. par Donc contre. effectivement, je te rejoins, c'est un joueur, c'est peut être très intéressant à l'acheter pas très cher, mais ça se garde au chaud et ça peut payer fort quand tu le sors au bon moment avec un Cunningham blessé ou une match-up intéressante il me fait penser un peu en prenant feu comme ça en sortie de banc, un peu à Lonnie Walker 4, Ouais, je vois ce où que en tu veux fait dire. c'est à peu près le même type de joueur, vraiment des punchers en sortie de banc et compagnie. Et c'est des mecs, en fait, ils peuvent te péter un 40-50 comme ça en sortie de banc. Donc, d'un point de vue point rare. Donc, c'est vraiment intéressant, effectivement. Au chaud, sur le début de saison, ça servira pas, parce qu'avec un Ouais, 10 de voilà. 24, Ça sert à aucun rien. intérêt de l'aligner. Et laisser descendre tranquillement. Et à partir de là, ça devrait payer sur un moment dans la Et saison. et même pour faire de l'achat-revente, Oui, ça peut aussi, être une carte, hype, sur de l'achat-revente, très clairement. à l'annonce de la Mm. blessure de Cunningham, il prend son plus 20 C'est instantanément ça. et on est parti. À Heu, revendre 1 heure avant la fin de la Game Week. ouais, voilà, ça c'est typiquement le profil à acheter 5 minutes avant, et qui plombe une C'est game ça. week, parce qu'il va faire 0 sur, 7 au shoot. Mais non, non, Marcus Assar, moi je suis au-dessus et on va passer peut-être au moment de la discorde, les flops. Allez, Alors Discord. on est d'accord sur, est-ce que, je te propose que je parle de Tobias Harris et après on démontera, le futur rôle de Paul Reed ensemble. Mais moi Tobias Harris, je le mets dans la case j'ai des cases dans lesquelles je range les joueurs dans ma tête et d'un point de vue Sora, hein, j'entends. Heu et pour moi, Tobias Harris, c'est moyen man et j'ai pas envie de mettre des mecs moyens. Je me souviens, comme tu l'as dit, très très justement, il y a vraiment eu des moments où il a réussi à perf en l'absence d'Embiid et je me souviens aussi de Game Week où il s'est complètement chié dessus, alors qu'il peut être, une option 1, ou un bis avec, Maxey et moi, j'aime pas ce profil, de mec qui, alors qu'il a toutes les options, ne va pas le chercher parce que c'est pas dans sa mentalité. Pour moi, Tobias Harris, c'est des bons basketteurs, mais pour Sorare, nous, ce qu'on veut, c'est des mecs qui prennent le jeu à leur compte, sont, dominants et je sais que Tobias Harris, c'est pas sa qualité. Donc après, il y a forcément des game week où il va faire gagner les gens qui l'auront, mais pour moi, déjà le choix d'aller à Détroit, je l'aime pas et en plus, le genre de joueur que c'est, je j'aime pas non plus donc
Moi, pour moi, c'est dans les flops d'un point de vue Soward, d'un point de vue basket aussi. C'est un mec qui m'énerve, donc c'est dans les flops. Et, et voilà, même si j'accorde le fait qu'il va perf à certains moments, pour l'ensemble de son œuvre, sauf aux Clippers. Aux Clippers, il était cool. Mais sinon, flop pour Tobias Harris. Après, je suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de choix, hein. S'il y avait que Détroit qui pouvait lui proposer un contrat qu'il attendait. Donc, Ouais, ouais, mais mais après, il rentre dans un rôle côté Détroit qui est intéressant et dont Détroit avait besoin. ouais, mais Et bon, après, on verra, hein, mais on est bien sûr, on lit l'avenir, évidemment, oui, oui, hein. là, Mais c'est ouais, voilà. Mais c'est vrai, non, mais après, c'est très compliqué. Mais il sort vraiment d'une. Enfin, je veux dire, il a été poussé dehors par Philadelphie, hein. Ils en voulaient plus. Et il a fait une saison de plus à Philadelphie, alors que Philadelphie n'en voulait plus. c'est ça, c'est ça. Et plus personne n'en voulait, les fans, Personne n'en voulait, hein. Embiid, C'est clair, hein. enfin vraiment, le Tobias Harris over me, C'est disent ça. certains. Et ben, son collègue de Philly, qui pour moi, enfin, on en a parlé déjà dans la vidéo, donc on peut faire un peu bref, mais il arrive en troisième rotation. Il y a Isaiah Stewart qui est un peu un taulier de cette équipe qui est là depuis longtemps. Je vois pas Paul Reed hors blessure, et on a vu que Duren était assujetti à des blessures, mais je le vois pas réussir à s'imposer avec des mecs qui sont plus doués que lui en attaque. Ils sont tous un peu, peut-être pas Duren, mais il est un peu undersized comme Stewart, mais c'est pas un excellent défenseur, mais il est moins bon en attaque que Stewart. Donc en fait, je vois pas un moment où Jean-Baptiste il se dit allez, je mets Paul Reed au-dessus de Stewart. Ouais, il vient faire le nombre, vraiment. Ouais. Franchement, je vois. Enfin, ce serait très étonnant qu'il prenne un rôle majeur sur la rotation de Détroit cette année, hein. Très, très étonnant. On l'aurait dit il y a 1 an ou 2 ans, là où en fait Reed il était là, et c'était le backup d'Embiid, et quand il n'était pas là, il faisait des grosses perfs, il tenait la baraque pendant que Jojo se faisait soigner encore une énième blessure. Là, il arrive après une de ses pires saisons NBA, et en plus il arrive dans la pire équipe de NBA, donc il fait beaucoup de pire, quoi. Donc bon, Ouais, on donc n'y croit pas. non, Voilà, on est à deux à pas du tout y croire. non. Et si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas vendu le vôtre, vous pouvez C'est pour dire la adieu. collection, c'est pour les Et points de la collection. voilà, c'est pour les points de collection. Et puis après, on sait jamais. Voilà. Il y a un alignement des planètes, c'est vite arrivé dans Sora. On sait une game week, il y en a un qui est malade, l'autre qui a, comme dit André Ayton, il y a trop de neige, j'arrive pas à sortir de chez moi. Et boum, Paul Reed qui nous envoie le 60 des familles. On n'est pas à l'abri, mais en tout cas, en termes de rôle et d'utilisation, pour moi, ça va enchaîner les DNP ou les tranches entre 0 et 9. Et il sera pas jouable. Mais sur un rôle de rotation, moi je le verrais bien en droit. Je verrais bien aller aux Knicks. Parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Bah, ils ont perdu quelqu'un en rotation, franchement, en On deuxième, attendait voire le point troisième Nix, rotation. première Ah, vidéo, mais point là, Nix. le point Knicks à toutes les previews. Mais ce serait intéressant Ouais, avec ouais, les c'est vrai. départs et tout. Ouais, il Il pourrait pourrait être renforcer. intéressant, et puis il serait dans un rôle précis. Voilà. Ouais, Et là, le mais problème, c'est que là, et s'il arriverait dans une autre, s'il arrivait, pardon, dans une autre équipe, il aurait un rôle beaucoup plus précis que là, arrivé à Détroit où, bon, ouais, tu vas faire quoi, mon grand? Je sais pas. enfin, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à notre pronostic pour Détroit la saison prochaine. Ouais, on va affûter les couteaux là. Le pronostic. Donc j'ai l'impression que on n'est pas. Ah, ça sent le cocktail et les Halls des Paso, hein, clairement. Je pense que ça va encore être la dépression pour les fans de Détroit. Je pense que c'est un bottom 5. Est-ce que c'est un bottom 5 donc on parle par rapport aux 30 équipes NBA. Moi, je les vois encore dans un bottom 5. Est-ce que ça sera un bottom 5 totalement voulu, tanking? Je sais pas, on verra. Mais moi, je pense vraiment que dans la construction de l'équipe, ils se disent on va essayer d'être un peu plus décent, de viser un play-in, etc. On a ramené des mecs avec un peu d'expérience, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, ça va pas marcher, quoi. En fait, au final, on regarde, ils complètent un peu, mais c'est sur des joueurs où c'est des paris, hein, donc Oui, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Si ce qu'on peut espérer, c'est une vraie saison de Kate Cunningham, et il y ait des vraies choses qui se construisent autour de lui, avec peut-être vérifier si
le duo avec Ivy marche ou pas. Hein. Si ça marche pas, ça doit être tradé dans la saison, hein, clairement. Et il faut passer à autre chose sur ce projet-là, à ce niveau-là. Et ta pierre angulaire, c'est Cunningham et Durant. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on les a mis en top. Hein. Et à Ouais. partir de là, voir qui tu mets autour pour pouvoir espérer progresser. Parce que le problème, c'est qu'on voit les autres équipes, ça progresse, mais eux, non. On peut parler, on en reparlera de toute façon quand on fera la preview de Charlotte, mais Charlotte, il y a quand même beaucoup plus de hype et beaucoup plus de cohérence avec toute la reconstruction qui se fait autour de l'équipe. Là, Détroit, on est encore au point zéro, mais ça fait 3-4 ans qu'ils sont au point zéro. Et en ayant des hauts choix de draft en plus. Quoi. Ouais. Donc, Et moi, je me permets de faire un petit point Nostradamus. Euh, je les vois bien enfin choper un first pick et devoir pick Cooper Flag et faire un embouteillage avec leur autre first pick qu'ils ont eu, Kate Cunningham, et du coup faire des choix. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y avait des first picks qui pouvaient être complémentaires de Détroit et ils les ont pas eu, et je les vois bien devoir faire des choix, avoir un first pick et devoir. Bah, je pense que le choix de faire le deuil de Cunningham. Après, même lui, je me souviens, dans la saison, il y avait vraiment des moments où on voyait sur sa tête le mec n'allait pas bien. Donc, je pense que s'ils refont un bottom 5, il faut le libérer. Oui, enfin, il faut qu'il se passe quelque chose, mais en tout cas, pour nous, c'est le projet, ça fonctionne pas, donc il faut changer. Hein. De toute on est façon, en bon, accord déjà, là-dessus. déjà de base, le gars, il habite à Détroit, donc c'est sûr que ça ne pas. Mais après, après voilà, c'est compliqué, quoi. Là, c'est vraiment, en fait, là, ce qu'on pourrait souhaiter aux Pistons, après autant d'années de galère, parce que là, c'est les nouveaux Kings, hein, quand même. C'est non, en fait, ce serait d'avoir appuyé sur le gros bouton rouge, quoi, et dire, bah, ok, on s'est trompé sur nos choix de draft, on reconstruit tout. Quel est notre avenir demain? C'est quel est le joueur phare et compagnie? Enfin, c'est peut-être ça. Et empiler. Enfin, on a bien vu au KC. Au KC, ils ont fait un moment en gros bouton rouge. Ils étaient hauts. Et ils ont empilé des tours de draft, des tours de draft. Et aujourd'hui, ils sont à la porte des finales NBA. En ayant une logique de draft chaque année, 3-4 joueurs. Et en plus, que des bons choix, globalement. Hein. Donc, On mais ça, souhaite, ça va dépendre. C'est pas que le terrain. C'est ce qu'il y a dans les bureaux des Pistons. ouais, bah, en tout cas, on souhaite bon courage Ouais, force à vous. Hein. à tous les fans de Détroit, France. Prenez le gui là, tout ça, et fouettez-vous encore là, le dos pendant toute la saison. Je te propose qu'on se termine là-dessus. Ouais, Merci d'avoir visionné la vidéo. On va se retrouver dès demain, une vidéo par jour pendant 30 jours. Vous connaissez un peu le format. Je vous remercie d'avoir regardé. Je te remercie, Alesk, merci à toi, prof. d'avoir participé. Et puis, on se dit à demain. Salut! À demain, salut.